Alors, justement, Sylvain Courage, on a beaucoup parlé aujourd'hui de Marine Le Pen. Alors, puisque je précise, dans ses déclarations, il y a une chose qui est assez étonnante. En 2005, en tant qu'eurodéputée, Marine Le Pen déclarait posséder des parts dans la villa familiale de Saint-Cloud d'une valeur de 142 800 euros. Aujourd'hui, elle précise que cette même part vaut 312 500 euros. Elle a sans doute été sous-évaluée lors de sa première déclaration. Bon, on sait que c'est un peu le un fisc. sport Alors national. voilà, le fisc aujourd'hui la poursuit, recherche, enquête sur peut-être une sous-évaluation de son patrimoine. Donc on voit quand même le progrès que ça permet, parce que justement là on a une base, on sait ce qu'elle a déclaré à une date donnée, et on voit qu'elle s'aligne et que quelque part, elle révèle un peu plus la vérité sur son patrimoine. Et donc, c'est plutôt une bonne chose la concernant. Jeanne Calimi, est-ce que finalement, aujourd'hui, la période qu'on a traversée, c'est-à-dire avec, par exemple, l'affaire Fillon, également l'affaire des attachés parlementaires au Front National, ça a été, bien sûr, beaucoup de gens ont dit « Ah, ça fait du mal à notre processus démocratique », mais est-ce que, quelque part, ça peut pas être aussi de l'autre côté, voilà, l'autre version, on va voir le version plein. Hein, d'un mal peut sortir un progrès. D'ailleurs, les lois sur la transparence dont on parle, qui est l'application, la déclaration de patrimoine est une des applications, et a été prise en 2013 de mémoire, après l'affaire Cahuzac. Donc Dieu merci. Si la démocratie peut générer à travers différentes crises des progrès et des avancées de transparence et démocratiques, donc oui, voilà, faut saluer ça, bien évidemment. Alors Franck Tapiro, c'est vrai qu'après l'affaire François Fillon, les affaires François Fillon, c'est vrai que ces déclarations interviennent dans un contexte quand même. Là, aujourd'hui, dans lequel nous vivons, qui est... Enfin, en termes de communication, ce qui me dérange, c'est qu'on a l'impression que ça vient d'être fait pour répondre à la situation et au contexte. Et encore une fois, ça a l'air vraiment d'un bout de mercurochrome sur une jambe de bois. C'est-à-dire, j'étais totalement d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Il faut que ce soit un contrôle qui prenne ça depuis beaucoup plus longtemps, un peu comme on le fait dans certains pays scandinaves, où carrément, chaque année, on publie mais vraiment l'intégralité de tout ce que nous coûtent les élus et comment vraiment chaque euro d'argent public est dépensé. Je trouve ça plus transparent, plus fair. Alors parfois ça peut être un peu limite intégriste, puisqu'il suffit qu'il y ait une note de frais qui soit mal déclarée et puis pour 100 euros vous pouvez être contraint à démissionner, comme c'est arrivé il y a très peu de temps. Donc c'est clair que c'est un début, il faut être encourageant, c'est un début, mais je pense qu'avec tout ce qui vient de se passer, et ce qui risque encore de se passer, parce que je pense qu'encore jusqu'au premier tour, vous allez voir, on va encore malheureusement voir des choses sortir. Je pense que ce serait très bien, quel que soit le vainqueur de l'élection présidentielle, qu'on mette en place un contrôle permanent sur plusieurs années pour que tous les soupçons soient éliminés, qu'il n'y ait pas de fantasme. Jeanne Calimi. Non, ce qui manque aussi, effectivement, dans l'obligation là, qui est faite au candidat à la présidentielle, c'est la déclaration de revenus. Hein. Là, ça ne touche que le patrimoine. Mais tout de même, pour apporter une note d'optimisme dans ce monde de brut, c'est René Dosière qui le dit et qui le répète, la démocratie française est une des plus transparentes qui soit. Alors il y a beaucoup, notamment, notamment en matière de contrôle de financement des campagnes électorales, on a fait d'énormes. Bien sûr. Non, mais il faut le dire parce que dans ce contexte populiste, poujadiste, de tous pourris, qui éclabousse tout le monde. Non, je dis pas que c'est vous. Non, mais c'est vrai que Jeanne, en fait, c'est vrai que le thème. Vous parlez du contexte général. Le thème, en fait, c'est pas forcément sur la corruption, c'est vraiment, je pense, sur la moralité. Ça s'est invité, c'est vrai, à partir du mois de janvier, c'est là-dessus où ça s'est invité. Oui, bien sûr. Mais la moralité, c'est aussi la légalité, c'est aussi donc la législation. On ne va pas recommencer pour le moment. C'est sûr, c'est tous les jours. Il est encore légal à condition que le boulot soit vrai et exactement, réel. C'est ça. Bon, de recruter et d'embaucher des attachés parlementaires parmi sa famille. Donc voilà, il faut aussi éviter, vous voyez, de remuer ce qui n'est pas de la boue. Il y a quand même des choses positives. Il est vrai que, par exemple, en revanche, le financement des partis en tant que tel est hors de tout contrôle parce que c'est considéré pratiquement. Ah bah non, très peu, c'est ce que dit René Dosière, c'est très peu. C'est très peu. Au nom, au nom du partage des pouvoirs, justement, le pouvoir judiciaire ne peut pas mettre son nez dans le pouvoir des partis et donc le pouvoir législatif. Benjamin Lucas. Non, moi, sur cette thématique-là, quand même, une petite réflexion qui me trotte dans la tête depuis un moment, c'est quand même qu'on a trois des principaux candidats qui ont, d'une manière ou d'une autre, à des degrés différents, mais un problème avec l'argent. On voit Marine Le Pen, quand même, empêtrée dans des affaires de fric, avec son père, etc., son parti, enfin voilà, le Front National est comme ça. François Fillon, la liste serait trop longue. Puis Macron, il y a quelques jours, ça a un lien quand même avec les histoires de patrimoine et de revenus, qui déclarait, je sais, en gros, j'ai plus la citation exacte, mais je sais ce que c'est de pas bien vivre. Quand j'étais étudiant, j'ai vécu avec 1 000 euros par mois, ne se rendant pas compte que pour beaucoup, 1 000 euros par mois, ce serait énorme. Et donc, on a quand même aussi c'est ça qui nourrit aussi l'extrême droite. On a un décalage parfois entre des représentants élus ou même d'autres, chefs d'entreprise,
etc., journalistes, peu importe, en tout cas avec un certain nombre de personnes dans la population qui ne se rendent plus compte de ce que sont les réalités aujourd'hui quotidiennes de nos concitoyens. Et d'ailleurs, on a vu lors de cette déclaration que Benoît Hamon avait 3 comptes, les 3 découverts. C'est assez étonnant d'ailleurs. C'est le point commun entre Macron et Hamon. C'est le prix des costumes. C'est le point commun entre Macron et Hamon, c'est qu'ils ont des comptes à découvert en tout cas. Une chose pour terminer dessus, Sylvain Courage, il y a Jean-Luc Mélenchon lui qui a pris les devants. Il avait, en évoquant son patrimoine d'1 million d'euros, sa maison à Montargis, et a conclu son petit texte par « Et comme vous n'aurez pas de première dame avec moi, puisque je suis célibataire, au total je serai un président moins cher, cela vous fera donc faire des économies. » C'est son nouveau style, avec une pointe de dérision. En même temps, il a précédé l'appel parce que finalement, il a quand même un petit patrimoine, monsieur Mélenchon. Il n'est pas pauvre. D'ailleurs, il a dit qu'il était plutôt bien nanti. Et finalement, voilà, il a réussi à passer le message. Et on n'a pas besoin d'être sans le sou pour faire de la politique. Bien sûr. C'est ça aussi qu'on peut apprendre aussi durant cette première partie finalement de l'année qui va arriver sur le premier tour de la présidentielle. C'est quand même cette thématique, j'en parlais tout à l'heure, de la moralité, qui s'est invitée alors qu'on ne l'attendait absolument pas. Oui, mais prenons aussi le problème par le haut. On a en France un problème depuis toujours par rapport à l'argent. Un président actuel a dit il y a quelques années qu'il était ennemi des forces de l'argent, qu'il n'aimait pas les riches à partir de 4 000 euros. N'oublions pas quand même, culturellement en France, c'est à la mode puisqu'il a été élu quand même avec ces idées-là. Alors c'était plus la finance. Alors c'est pas la même chose. Mais il y a un problème sur l'argent tout court. Alors après l'argent, avec l'indécence de l'argent, oui, mais où vous mettez l'indécence et l'indécence, c'est à 4 000 euros, on est un salaud parce qu'on est riche. Mais on est riche à 4 000 euros par mois. Culturellement, en France, on a un problème avec l'argent. Donc, quand c'est en plus l'argent avec des élus qui sont censés logiquement être payés par l'argent public, ça prend une autre dimension, etc., etc. Donc, encore une fois, réglons la problématique peut-être avec l'argent. Avec l'indécence des écarts de salaire, par exemple, dans les entreprises. Bien entendu. Moi, par exemple, pour qu'on les encadre mieux. Mais voilà, c'est pas, à mon avis, je pense pas qu'on a un problème culturel. C'est un vieux discours des libéraux, dans ce pays, en disant on a un problème culturel avec ceux qui réussissent et qui font de l'argent. Non, il y a un problème, je pense, culturel avec, effectivement, pas culturel, il y a un problème politique avec l'indécence de l'argent, avec effectivement le pouvoir de la finance, le pouvoir de l'argent dans les campagnes électorales, le pouvoir de l'argent dans la vie politique. Voilà, avec cette espèce de moyen que tant à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche, il y a un problème avec l'argent, quel que soit le montant. Alors ça correspond pas. Et c'est quand même très particulier à la France ou peut-être aux pays latins. Je n'en sais rien, mais c'est pas. Au catholicisme et à l'argent caché. Bon, voilà, vous l'avez dit. Autant l'élargir, autant élargir totalement. Donc non, je pense quand même que ça dépasse les abus et les salaires des patrons. Allez, dans un instant, on va aller faire un petit tour à Rome. Et oui, parce qu'on voyage même. Voilà, c'est ça. C'est juste avant le week-end, puisque samedi, ça sera l'anniversaire du traité de Rome, et ils ne seront pas nombreux à venir souffler les bougies. L'info à 20h50. Pierrick Bonneau. 6 pays signent dans la capitale italienne le premier traité européen. 60 ans plus tard, ils seront 27 à se demander comment continuer à vivre ensemble si c'est encore possible. Bref, il y a beaucoup de choses sur le tapis. La journée va être super sympa. Voilà. Alors peut-être il faudra des solutions radicales comme certains le prônent, comme Marine Le Pen, même Jean-Luc Mélenchon. Sylvain Courage, ce jour d'anniversaire, est-ce que ça va être véritablement fêté avec joie aujourd'hui auprès des 27 pays? Ça sera samedi. Non, ça va pas être fêté avec joie, mais l'inspiration du traité de Rome, elle continue à être vivante et elle s'applique aux problèmes d'aujourd'hui. Ça, tous les politiques responsables devraient en convenir. La question de la paix, de la prospérité, de la coexistence et de l'éducation dans un vaste espace politique, c'est un beau programme. Donc je pense qu'il y a quand même des raisons de fêter cet anniversaire. Et il y a même en Europe un petit mouvement qui se dessine. Alors en Allemagne, il y a eu quelques manifestations. Enfin voilà, il y a quand même des manifestations de joie. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça reste assez confidentiel. Benjamin Lucas, est-ce que vous avez l'impression, rapidement, deux choses, est-ce que c'est important finalement de célébrer ça, c'est 60 ans? Et deuxième chose, est-ce qu'on parle assez d'Europe dans cette campagne? On sait que Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon se sont un peu frités justement sur cette idée, puisqu'ils n'ont pas du tout la même vision de l'Europe. Pour vous, on en parle assez d'ailleurs? Je ne sais pas si on en parle assez. Je sais que, par exemple, pour la génération de mes grands-parents ont connu l'Europe comme un modèle de paix après la Seconde Guerre mondiale. La génération de mes parents comme l'Europe apportant la prospérité, l'ouverture des marchés, l'économie, la promesse du plein emploi. Pour ma génération, on manque encore de projets européens. Vous parliez tout à l'heure dans le journal du sort des réfugiés qui meurent en Méditerranée. L'Europe, elle doit être à la hauteur de ces sujets-là. L'Europe, elle doit être à la hauteur de ces espérances-là que ma génération place en elle. Et donc oui, il y a une nécessité de réorienter. D'ailleurs. Oui, de réorienter l'Europe. Moi, je crois. C'est pour ça aussi que je soutiens Benoît Hamon, parce que son projet européen
européen construit avec Thomas Piketty. Il parle aussi à ma génération parce qu'il ne parle pas de sortir de l'euro, de l'Europe, comme le veut Marine Le Pen. Il ne parle pas de se replier sur nous-mêmes. Il parle de réorienter l'Europe pour qu'elle soit à nouveau une promesse d'égalité, de justice, pour qu'elle soit à nouveau présente dans nos vies quotidiennes et dans un message politique. Aujourd'hui, on a besoin d'Europe sociale, d'Europe d'égalité, d'Europe de l'écologie, d'Europe de la défense. On parlait du terrorisme tout à l'heure. L'Europe n'a jamais été aussi nécessaire et pourtant, on n'a jamais eu aussi peu de dirigeants politiques prêts à assumer un projet européen radicalement différent que ce qui se fait aujourd'hui, qui nous enferme dans l'austérité et dans le libéralisme. Jeanne Calimi, c'est vrai que 60 ans après, les crises se multiplient. La crise financière, on parle de crise grecque, il y a eu le Brexit, l'accueil des réfugiés. Enfin, voilà, il y a une liste très très longue, une longue litanie. On a l'impression qu'aujourd'hui, l'Europe, dès qu'on parle de politique, ça ne va plus. Voilà, tout simplement, dès qu'on demande une solution politique, aujourd'hui, autant économique, comme le disait Benjamin Lucas, c'est vrai qu'on peut faire la photographie que vous faites, alors dont le Brexit, mais je pense qu'on se trompe en disant que c'est l'Europe qui ne fonctionne pas. Lorsque vous parlez à tous les gens les hommes politiques ou autres qui ont les mains vraiment dans l'Europe, ils vous disent que si l'Europe ne marche pas, c'est à cause des États. Et qu'on n'est pas allé au bout de la logique qui était celle déjà de 57. C'est l'inverse, ce ne serait pas le mécanisme, ce serait non, ceux qui alors l'utilisent. Évidemment, il y a des choses à améliorer, mais quand j'entends Benoît Hamon et vous, Benjamin Lucas, qui une fois de plus, vous nous faites le coup, entre guillemets, l'Europe ne marche pas, il faut prendre les choses à l'envers, elle n'a pas généré de croissance, il faut générer la croissance pour permettre à l'Europe d'être vraiment ce qu'elle est. Non, on arrive encore dans une impasse. Il propose justement qu'il y ait plus de pouvoir. Vous savez très bien que la position de Benoît Hamon est extrêmement complexe. Alors effectivement, il n'est pas comme Mélenchon qui veut finalement en sortir. Mais il n'est pas. Européens. Oui, voilà, il n'est pas totalement comme Valls qui avait une vraie vision européenne et surtout pas comme Macron qui était encore une vraie vision européenne. Mais alors Valls, non, pas totalement sur les réfugiés. Non, je suis d'accord avec vous. Le problème des réfugiés venait plutôt des positions nationales et non pas de l'Europe en elle-même. Il nous reste très peu de temps. Pour plus de souveraineté des peuples européens, pour plus de souveraineté européenne. Alors il nous reste très peu de temps, juste Franck Tapiro. Aujourd'hui, est-ce que vous imaginez finalement des candidats aujourd'hui dire l'Europe, j'y crois, j'ai envie d'engager encore plus d'Europe? J'espère bien. Moi, je suis content en tant que créatif. Pourquoi? Parce que l'Europe, c'est la plus belle idée qu'il y ait eu en Europe depuis 60 ans. On oublie de dire que cette Europe, elle nous a protégés, elle nous a aidés, elle nous a fait grandir, elle nous a permis d'avoir la paix, bien entendu, la prospérité. Et comme elle nous a protégés, moi je pense qu'il faut la protéger. Mais protéger ne veut pas dire aussi accepter tout et ne pas faire avancer. C'est exactement l'inverse. Je pense que notre devoir, c'est justement, et pour les jeunes, quel projet génial. Parce que l'Europe a réussi plein de choses, elle n'a pas réussi à être un projet populaire. Elle n'a pas réussi à donner un langage commun, un rêve commun, etc. Ça, c'est à vous, à votre génération, la mienne aussi, parce qu'on n'est pas si loin, on a quelques petits mois d'écart. Bien sûr, Franck, d'aller dans ce sens-là. Donc, comme c'est une belle idée, moi je suis pour la créativité, militons pour en faire une idée qui concerne tout le monde. Aujourd'hui, personne ne se sent européen, c'est ça le problème. Ça doit se terminer, les informés de France Info. Merci beaucoup à Benjamin Lucas d'être passé ce soir. Merci Franck Tapiro. Un petit coup d'œil à nos partenaires, la Une de l'Obs, Sylvain Courage cette semaine.